Ça ne vous aura pas échappé, ces derniers temps, le rapport entre ville et campagne a pas mal agité le débat public. Que ce soit avec le retour de la nature en ville ou avec l'exode urbain loin du tumulte des grandes métropoles, la question se pose de savoir comment concilier les avantages de la ville dense avec les charmes bucoliques de la vie à la campagne. Mais peut-être ne le saviez-vous pas, la question se posait il y a un siècle déjà exactement dans les mêmes termes, donnant naissance à l'un des plus formidables concepts urbanistiques que le XXe siècle ait vu naître, j'ai nommé les cités-jardins, et on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour ce nouvel épisode de Fenêtre sur la ville où vous l'avez compris, on va parler des cités-jardins, une utopie devenue réalité qui a grandement laissé sa marque sur l'urbanisme du XXe siècle et qui continue d'être un modèle inspirant face aux défis du XXIe. Mais commençons sans plus attendre en prenant notre petite machine à remonter le temps, direction la toute fin du XIXe siècle, dans une Angleterre en pleine frénésie industrielle. L'histoire des cités-jardins débute en 1898 lorsqu'Ebenezer Howard publie un livre au titre aussi poétique qu'ambitieux, Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform. En français, une voie pacifique vers une véritable réforme. Le livre connaît un franc succès et sera republié 4 ans plus tard, en 1902, sous un titre encore plus explicite, Garden Cities of Tomorrow, autrement dit, les cités-jardins de demain. Cité-jardin, le terme est posé, il est aisément compréhensible, et en fait derrière cet oxymore, Ebenezer Howard essaye de concilier deux réalités qui marquent l'Angleterre à cette période charnière. Les grandes villes sont littéralement devenues invivables avec la révolution industrielle. Insalubres, polluées, surpeuplées, la population y meurt par dizaines de milliers. Mais la situation n'est guère plus reluisante dans les campagnes, qui se sont justement désertées car elles n'offrent que des revenus agricoles bien trop précaires pour y subsister. Et c'est à cette équation a priori insoluble que va tenter de répondre Ebenezer Howard. Il imagine la construction d'un nouveau type de ville de banlieue, des villes nouvelles en quelque sorte, qui concilie à la fois les avantages de la ville dense en étant suffisamment grande pour permettre des aménités urbaines, et dans le même temps suffisamment petite avec une taille limitée pour ne pas se couper de l'accès avec la nature. Les cités-jardins de Howard sont supposés fonctionner en réseau, avec au centre un noyau de 58 000 habitants maximum sur 12 000 acres, soit 48 km², et autour un maillage de cités-jardins plus petites, d'une taille limitée à 32 000 habitants sur 9 000 acres, c'est-à-dire 36 km². Et pour vous donner un ordre de grandeur, 32 000 habitants c'est à peu près la taille d'Agen, sauf que cette commune du Lot-et-Garonne elle fait 11 km², c'est-à-dire 3 fois moins que ce que préconise Howard. Et même s'il ne l'explicite pas directement dans son livre, on comprend que ces cités-jardins doivent être par définition assez peu denses, de manière justement à privilégier ce lien avec la nature. Et pour aller plus loin, Howard stipule que les villes doivent être entourées d'une ceinture agricole permettant d'alimenter les habitants et qui doit être absolument préservée des affres de l'étalement urbain, comme quoi c'était déjà un sujet en 1902. À ceci, il ajoute une série de principes et de préconisations qui résonnent encore aujourd'hui avec une acuité presque prémonitoire. Par exemple, le foncier appartient à la municipalité afin d'éviter les drames de la spéculation et donc de maîtriser le développement apaisé de ces cités-jardins. De même, l'installation d'une entreprise doit être soumise à la validation des habitants, de la concertation avant l'heure. Enfin, toutes les cités-jardins du réseau sont reliées par le chemin de fer afin de faciliter les déplacements et les échanges d'une commune à l'autre. L'automobile n'était évidemment pas encore arrivée. Et je pense que vous percevez bien, à travers tous ces exemples, toute la modernité de ces cités-jardins, du moins telles qu'elles avaient été imaginées. Mais la grande nouvelle et la grande spécificité de ce modèle, c'est justement qu'il ne s'est pas contenté d'être imaginé, il a été concrétisé dans le dur, et plutôt 2 fois qu'une. Grâce au succès de son ouvrage, Ebenezer Howard réussit à récolter d'importants financements permettant de passer de l'idée au projet concret. Et c'est chose faite dès 1903, avec l'érection de la cité-jardin de Letchworth, à une 50aine de kilomètres au nord de Londres. Rebelote en 1919, cette fois à Welwyn, construite à quelques encablures au sud de Letchworth. Les deux villes existent toujours, vous pouvez les visiter. La première elle compte 33 000 habitants, la seconde 48 000, et vous le voyez, on est assez proche de ce qu'avait imaginé Howard dans ses écrits, même si évidemment les projets ont quand même pas mal évolué plus d'un siècle après leur naissance. L'avantage d'avoir une utopie qui sort de terre, c'est qu'elle permet d'éprouver le concept et de voir ce qu'il a concrètement sous le capot. Surtout, ça permet de le visiter, et donc potentiellement de s'en inspirer. Letchworth et Welwyn verront ainsi passer quelques grandes figures historiques ou urbanistiques, telles que Lénine en 1908, rien que ça, désireux de découvrir de ses yeux cette utopie sociale concrétisée. Côté français, le journaliste Georges Benoît-Lévy y fut envoyé à la demande du Musée social, un institut de recherche créé à l'initiative de plusieurs personnalités, telles que Jules Siegfried, l'un des pères de l'habitat social en France, avec la loi qui porte son nom en 1894.
Et c'est donc ainsi, via le musée social, que les cités-jardins seront introduites en France avec la création par exemple dès 1904 de l'association des cités-jardins. Alors pareil, je rentre assez peu dans les détails historiques et les petites précisions de personnalité, mais sachez que le musée social a eu une influence considérable sur l'urbanisme français, en particulier entre les deux guerres. Le destin des cités-jardins françaises est donc étroitement lié à celui des habitations à bon marché, les fameux HBM, précurseurs de nos HLM. 15 cités-jardins sont par exemple construites en banlieue parisienne entre 1921 et 1939, sous l'impulsion de l'Office public des HBM de la Seine et de son emblématique président Henri Sellier, maire de Suresnes durant 22 ans et accessoirement ministre de la Santé pendant le Front populaire. Une grande partie de ces cités-jardins existent toujours, que ce soit à Arcueil, à Stein, à Gennevilliers ou encore au Pré-Saint-Gervais, et elles se retrouvent régulièrement sous les feux de l'actualité, que ce soit pour un événement heureux, comme un centenaire à fêter, parce que mine de rien, on arrive dans cette période. Découvrez un monde à part, un monde convivial où l'architecture, la nature et les habitants vivent côte à côte. Venez fêter avec nous le centenaire des cités-jardins. Ou pour un débat un peu plus houleux, c'est le cas en ce moment même à Châtenay-Malabry avec la cité-jardin de la Butte Rouge, dans le cas d'un projet de rénovation-démolition auquel les habitants s'opposent fermement. Je partirai, je mourrai dans mon pavillon. Mais les cités-jardins ne poussent évidemment pas qu'en Île-de-France, on en retrouve dans pas mal d'endroits, notamment à Reims, au sortir de la Première Guerre mondiale, quand il faut tout reconstruire, sous l'impulsion du Foyer Rémois, une société de HBM empreinte du catholicisme social, un courant de pensée qui s'intéresse entre autres à la précarité du logement ouvrier. La cité-jardin du Chemin Vert est l'un des quartiers les plus atypiques de Reims. Un véritable village dans la ville. D'ailleurs, les habitants ici ne se disent pas de Reims, mais du Foyer, comprenez du Foyer Rémois. Et si vous avez bien suivi ce petit filage historique, vous aurez compris que les cités-jardins à la française se distinguent de leur modèle anglais de deux façons principalement. La première, c'est qu'elles sont beaucoup plus proches des grandes villes et des bassins d'emploi, là où les cités-jardins anglaises étaient quand même assez isolées, c'était vraiment des villes nouvelles préservées par cette ceinture agricole. Le second élément, c'est surtout qu'elles sont beaucoup plus liées à l'histoire de l'habitat social, là où ce n'était pas forcément le point central dans l'utopie d'Howard. Au départ, on fait des cités-jardins parce qu'on est totalement insatisfait de la ville du 19e siècle. Donc la proposition est de dire on peut faire vivre les humains autrement, c'est-à-dire on peut les faire vivre ensemble au lieu de les ségréguer et on peut partager tous les modes de confort qui sont offerts au XXe siècle plutôt que de les réserver seulement à certains. Mais bien évidemment, les cités-jardins à la française reposent sur les mêmes principes fondateurs, le lien avec la nature, la proximité des commerces et surtout des services publics, et plus généralement une qualité de vie qui concilie les avantages de la ville dense avec le bien-être de la vie de village. Il y a des commerces, des équipements, des écoles, centres culturels, maisons des associations, docteurs, il y avait crèches, lavoir bain-douche, enfin tout ce dont les habitants ont besoin pour vivre au quotidien. Et c'est ce qui explique pourquoi les cités-jardins continuent d'être, près d'un siècle plus tard, un modèle inspirant pour penser et repenser ce qu'on attend d'une ville aujourd'hui. Mine de rien, quand on regarde dans le détail, les cités-jardins portaient en elles tout ce qu'on retrouve dans des concepts tels que la ville du quart d'heure par exemple, ou encore l'esprit village que l'on souhaite réintégrer dans les grandes métropoles. Les urbanistes Yves Cabane et Philippe Ross ont par exemple publié en 2014 un manifeste pour des cités-jardins du XXIe siècle, publié cet été en français sur la revue Utopophile, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est d'ailleurs aussi le titre d'un livre sorti cet été, là encore, publié par l'Association des cités-jardins d'Île-de-France, aux éditions Parenthèses, et qui témoigne de la vivacité de cet imaginaire dans l'inconscient collectif. Mais le plus marquant, c'est bien sûr que cette utopie s'est concrétisée, ce qui lui a permis de se diffuser à travers le monde, quitte à être remodelée, réappropriée par les cultures locales et les enjeux du moment. Mais je trouve ça, mine de rien, assez réjouissant de se dire que oui, on peut imaginer des utopies urbanistiques qui donnent lieu, plus tard, à des concepts vivifiants. Les cités-jardins, en fait, sont des lieux de vie et favorisent le partage, la rencontre et des formes de solidarité grâce à leurs espaces publics généreux, des jardins partagés et des équipements. Et bien sûr, les cités-jardins ont un rôle d'exemple, puisque, comme nous l'a confié Gérard Côme, maire du Pré-Saint-Gervais, elles incarnent des valeurs d'avenir. Le chercheur Benoît d'Almeida, dans une conférence donnée à l'ambassade de France au Mexique, la définissait d'ailleurs comme une utopie transcendée, et je dois vous avouer que j'aime beaucoup ce terme. La Garden City, dit-il, ne sombre pas dans la naïveté de l'idéal et se confronte à la réalité de la société. L'utopie s'esquive de son rôle de rêverie et d'évasion pour se mettre au service de la reconstruction du monde habité. Voilà pour cette vidéo qui vient s'ajouter à la liste de nos épisodes sur la grande histoire de l'urbanisme contemporain,
J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce ou à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. Nous on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Même matin, quand tu te réveilles, tu as l'impression que tu es dans un village. Tu attends les oiseaux qui chantent, tu attends pas beaucoup de bruit. On est à la ville ou on est à la campagne ici? On est... La ville, c'est au coin de la rue.